Alors, pour ce cours, on va voir quelques notions de base sur les variables et vecteurs aléatoires qui vont nous servir pour traiter les signaux aléatoires. D'ailleurs, il faut savoir que lorsque vous faites une mesure quelconque, il y a toujours du bruit qui va se rajouter à un moment donné. Je suis en train d'enregistrer cette vidéo, à un moment donné, le téléphone peut sonner, un klaxon peut survenir, une voiture qui klaxonne, quelqu'un peut frapper à la porte. Donc, tout ça, ce sera quelque chose d'aléatoire. Pourquoi? Parce que, a priori, je ne sais pas quand est-ce que mon téléphone va sonner. Je ne sais pas non plus quand quelqu'un va toquer à la porte. Donc, c'est quelque chose d'aléatoire qui va venir perturber cet enregistrement. Donc, tout ce qui fait mon environnement peut perturber mon enregistrement. Alors, parce que je considère que moi, ici, mon enregistrement, telle cette phrase, par exemple, c'est ce que je considère comme étant l'information utile. Maintenant, il arrive aussi que le phénomène que vous êtes en train d'étudier soit lui-même aléatoire. Par exemple, lorsque vous avez lancé NT, au premier lancer, vous ne savez pas sur quelle face vous allez tomber, ni au deuxième, ni au suivant, ainsi de suite. Pareil, les gens jouent au loto pour gagner de l'argent, le tirage du loto, nul ne le connaît à l'avance. Si les boules ont été correctement fabriquées, a priori, je ne sais pas si, dans quelles boules vont sortir. C'est pour ça que tant que les gens y jouent. Et pareil pour les résultats d'un match. Alors, on va tout de suite prendre un exemple pour expliquer la différence entre un signal déterministe et un signal qui serait aléatoire. Donc, la différence de base, c'est quoi? Alors, quand vous avez un signal qui est déterministe, en fait, quand vous dites déterministe, donc il est déterminé, par exemple, si je prends x de t égale a cosinus du pi f0t, cette formule fera que donc, je vais obtenir un cosinus entre A ayant une certaine période t donc la période t, qui vaut 1 sur F0. Ce signal-là, quand je vais venir demain, je vais le dessiner, je vais retrouver toujours le même signal. Donc, quand c'est déterminé, ça a une formule mathématique qui ne va pas bien sûr changer. C'est une fonction du temps, mais son tracé ne change pas. Donc là, je viens de tracer x de t en fonction de t. Par contre, pour un signal qui serait aléatoire, le fait de le connaître jusqu'à un instant, donc je vais appeler ça, je vais considérer que ça, c'est mon instant, un certain instant t0, et puis que je vais le connaître à un instant t0 plus epsilon, je ne sais, je n'ai aucune idée sur comment il va évoluer. Je peux faire des prévisions, me dire que ces valeurs sont comprises entre la valeur que j'ai ici minimale et la valeur qui est la maximale. Je me dis, voilà, il pourrait qu'il ait une valeur qui est proche de cela. Mais a priori, je ne sais pas s'il va, ça va faire ça, ça va faire ça, ça. Bien sûr, vous avez une infinité de possibilités. Parce que justement, vous avez une infinité de possibilités. Regardez, je vais juste mettre pour enlever. S'il veut bien donner la main. Ici, je vais, voilà, ce signal, vous ne savez pas comment il allait évoluer, je vais faire ça, je vais le faire couler ici, tiens, il allait baisser. Mais pareil, ce n'est pas parce que je le connais jusque-là, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va aller en augmentant? Je bouge. Tiens, il a augmenté, encore il a diminué, mais rien ne me permet de faire des prévisions. Alors, justement, parce que je ne sais pas, je ne connais pas la valeur exacte de mon signal, en fait, je vais faire appel à ce qu'on appelle des paramètres statistiques, ces paramètres statistiques sont calculés suivant, donc, parce qu'on a considéré que c'était un signal aléatoire. Et grâce à ces paramètres statistiques, je vais pouvoir faire des prévisions, dire il y a des chances, mais c'est des prévisions. Quand on dit prévision, ça veut dire que ce n'est pas sûr. Donc, ça veut dire, je vais dire, tiens, il y a 50% de chances que ce soit la même valeur, il y a 20% de chances que cette valeur diminue, il y a 30% de chances qu'elle augmente. Donc, à chaque fois que vous allez décrire quelque chose qui est aléatoire, donc imprévisible, donc c'est le contraire de déterministe, vous allez recourir à des probabilités, donc à ce qu'on appelle un modèle probabiliste. L'exemple le plus connu, c'est le dé. Donc, on va prendre cet exemple-là. Alors, ce dont on vient de parler de cette imprévisibilité, on le voit directement à travers le lancer d'un dé. Alors, lorsque vous allez lancer un dé, supposons que je le lance 6 fois, donc je vais faire la simulation ici. Alors, il est tombé sur le 3, le 5, le 4, le 5, le 2 et le 2. Donc, au bout de 6 lancers, qu'est-ce que j'ai obtenu? Donc, au bout de 6 lancers, j'ai eu, alors si je me rappelle bien, 2 fois, alors je vais le tracer ici. Donc, j'ai en fait à ma disposition 2 outils. Je pourrais tracer ici les valeurs que j'ai obtenues pour le dé et le nombre d'essais que j'ai effectués. J'en ai effectué 6,
si je me rappelle bien, on est tombé donc, alors je vais écrire 1. Alors, il me semble qu'il est tombé sur le 3. Ensuite, donc c'est pour les C1. Ensuite, il est tombé sur le 4. Ensuite, sur le 5. Il me semble qu'il est tombé à nouveau sur le 5. Puis, il est tombé sur le 2 et le 2 ici. C'est le signe, je peux considérer que c'est le signal que j'ai obtenu. Alors, je peux même lier les points si je le souhaite. Est-ce que ça m'apporte une information quelconque sur quelle face il va tomber à nouveau? Aucune. Si je lance le dé à nouveau encore, je vais retomber sur de nouvelles valeurs. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de tracer X en fonction du nombre d'essais, je vais lui préférer tracer donc la variable X est ici. Voilà les valeurs qu'elle peut prendre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En fait, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre le nombre de fois que je suis tombée sur chacune. Je suis tombée sur 0 une fois. Je suis tombée, alors ça c'est 1, ça c'est 2. Donc je suis tombée, le dé n'est jamais tombé sur 1, il est tombé sur le 2 deux fois, il est tombé sur le 3 une fois sur le 4 et deux fois sur le 5. Ce que je viens de tracer ici, ce n'est pas encore P de X. Là, ce que je viens de tracer, c'est le nombre de fois que j'ai eu chacun des éléments. On appelle ça un histogramme. Alors, comment sont déterminées les probabilités? En fait, vous prenez chaque valeur que vous avez obtenue et vous divisez par le total. Donc, en fait, ce que je vais faire ici, j'obtiendrai le même graphe, sauf que les valeurs, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc ça, c'est toujours ma variable X. Et pour obtenir P de X, je vais prendre le nombre de fois, combien de fois je suis tombée sur un 0 fois, mais je vais diviser par le nombre de fois que j'ai fait les essais. J'en ai fait 6. Donc, 0 sur 6, ça me fait 0. Je suis tombée sur le 2 deux fois. Au bout de combien d'essais? 6. Donc, je vais écrire ici un tiers. Je suis tombée sur le 3 une fois, donc 1 sur 6. Je suis tombée sur le 4 une fois. Je suis tombée sur le 5 deux fois, soit également un tiers. Alors, pourquoi on fait ça? Quand vous allez faire vos essais, alors si vous avez jeté 6 fois le dé et que vous l'ayez jeté aussi 20 fois, 60 fois, si vous gardez à chaque fois le nombre, ce nombre-là n'est pas significatif parce que si vous jetez le dé 60 fois ou 60 millions de fois, ce nombre va augmenter. Par contre, si vous divisez par le total, vous aurez ce qu'on appelle une valeur normalisée. Alors, cette notion de normalisation, on va voir un exemple. Supposons que vous ayez à choisir de choisir entre deux sections. La première section que je vais appeler première section X et puis une deuxième section Y. Puis on vous dit que le nombre d'admis ici, c'est 60. Puis on vous dit que le nombre d'admis ici, c'est 40. Bon, vous vous dites, il y a peut-être cette section-là, les notes sont meilleures, ce qui permettrait d'avoir moins 10 et d'être admis. Sauf que quand vous allez faire, vous allez me dire, vous étiez 160 admis, mais sur combien? Je veux vous dire que sur les 60 donc, qui étaient admis ici, ils étaient 120. Et je vous dis que sur les 40 ici admis, sur la totalité de la section, compte 60 étudiants. Et vous allez me dire ici, donc 60 sur 120, ce qui fait que ça me fait, j'ai une chance. 60 sur 120, ça me fait 1,5. Vous avez une chance sur 2 d'être admis. Dans l'autre section, ils étaient donc 60. Et sur ces 60, 40 étaient admis. Donc, ça vous fait 40 sur 60. Ça vous fait 4 sur 6. Et ça vous fait donc 2 tiers, soit 66,66%. Ici, vous avez 50% de chance d'être admis. Et ici, les chances ont augmenté. Qu'est-ce qu'on a fait ici? En fait, on a compté le nombre d'admis sur le nombre total. Et c'est comme ça qu'on a fait pour trouver une probabilité. D'abord, une probabilité, votre valeur, quand on parle de variable discrète, on va prendre l'habitude d'écrire propre, d'accord? Donc ici, quand vous avez une variable de la sorte, en fait, vous divisez toujours par le total, c'est une façon de normaliser. Et cette normalisation vous permettra de comparer vous permettra de faire une comparaison lorsque le nombre n total n'est pas le même. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire tout le temps. Maintenant, pour l'histoire du lancer du dé. Alors, parce que je vais lancer ce dé 6 fois, je vais dire, voilà, à chaque fois que vous allez lancer le dé,
eh bien, vous avez une chance sur 3 de tomber sur le 2, une chance sur 3 de tomber sur le 5, aucune chance de tomber sur le 0, aucune chance de tomber sur le 1. Non. Quand on lance un dé, en fait, on va réitérer ça sur un certain nombre de points. Regardez maintenant, si je continue à faire mes lancers, c'est encore à part, le 2 est apparu, encore une fois, le 2, le 3, 5, le 6 vient d'apparaître, le 1 à nouveau. Alors, si vous lancez un certain nombre d'essais, si ce n est très grand, en fait, ce qui va se passer, toutes les faces vont apparaître avec les mêmes probabilités, avec les mêmes chances. Regardez, dans le 6 et le 1 sont en train d'apparaître, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Alors, en fait, pour dire d'une probabilité, donc, je ne vais pas dire que vous avez une chance sur 3 de tomber sur le 2 ou une chance de tomber sur le 3. En fait, je vais renouveler cette expérience un nombre de fois très grand. Si je renouvelle cette expérience de lancer du dé, en l'occurrence ici, un nombre de fois très grand, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les faces auront les mêmes chances d'apparaître, soit une chance sur 6 pour toutes les faces. Donc, toutes les faces, ce sera 1 sur 6, que ce soit pour le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. On va basculer sur Python. En fait, on a simulé donc, le lancer du dé à travers donc, un programme. On va voir ce que ça donne lorsque donc, n augmente. Donc, pour que votre probabilité ait un sens, il faut que le nombre d'expériences soit élevé. Alors, regardez ce qu'on a fait dans ce programme. En fait, donc, on génère donc une variable aléatoire. Alors, la fonction qui vous permet de le faire sous Python, elle appartient à la bibliothèque NumPy. Elle s'appelle random, aléatoire, et elle vous permet de générer plusieurs fonctions aléatoires. Par exemple, randIt, c'est pour une fonction aléatoire uniforme, mais qui serait discrète. Là, par exemple, c'est une loi uniforme, la même, sauf que dans ce cas-ci, elle est continue, et dans ce cas-ci, elle est discrète. En fait, ici, on a écrit donc, c'est des valeurs discrètes de A à B plus 1. Pourquoi on met plus 1 ici? Parce que sous Python, lorsque vous écrivez, vous allez d'une valeur, par exemple, de 1 à 10, quand vous utilisez, par exemple, range, lui, il s'arrête toujours une valeur avant, il s'arrête à 9. Donc, en écrivant de B plus 1, ça fait 7. Donc, il va vous générer les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on a calculé l'histogramme, c'est-à-dire, c'est la fréquence d'occurrence de chaque face. Donc, combien j'en ai? Et je vais vous montrer tout à l'heure comment on va calculer la probabilité. Elles sont liées, il suffit juste de diviser par le total. Donc, on va lancer le programme. Alors, voilà ce qu'on a obtenu. Donc, lorsqu'on a lancé le dé 6 fois, lorsqu'on l'a lancé 60 fois et lorsqu'on l'a lancé 600 et 6000 fois. Alors, regardez ici. En fait, j'ai le problème qui s'est posé tout à l'heure. Si vous lancez 6 fois, il y a très peu de chances, très peu, mais ce n'est pas zéro. Il y a très peu de chances que vous tombiez sur les 6 faces. Mais si vous renouvelez l'expérience plusieurs fois, ben, il y en aura une sur 100, sur 1000 ou sur 10 000, vous aurez les 6 faces. Chacune va apparaître une fois. Là, quand je fais ma lecture, ça veut dire qu'il est tombé sur le 1 deux fois, il n'est jamais tombé sur le 2. Alors, il est tombé sur le 3 une fois, jamais sur le 4, une fois sur le 5 et 2 fois sur le 6. Ce qui fait que quand je compte au total, ça m'en fait 6. Regardez la lecture que j'ai faite ici. Ça, c'est un histogramme. Si vous voulez avoir une densité de probabilité, il faut diviser par 6. C'est-à-dire, si je divise maintenant par 6, je vais l'écrire ici. Là c'est l'histogramme et je vais écrire à chaque fois la probabilité ici. Donc, 2 sur 6, là, ça me fait 1 tiers. Ça me fait ici, alors, 1 sur 6. Et ça, c'est 0. Et remarquez maintenant, si je somme ces probabilités, regardez ce que je vais trouver. Donc, alors, ça, c'est 1 tiers. Donc, ça me fait 1 tiers plus 0 plus 1 sixième plus 0 plus 1 sixième plus 1 tiers. Je réduis au dénominateur, donc ça me fait 2 sur 6 plus 2 sur 6. Ça fait 4 sur 6, 5 sur 6, 6 sur 6. Je viens de trouver que la somme des probabilités, c'est 1. C'est dû au fait qu'on a normalisé. En fait, le fait de diviser par le total, ça vous permet de comparer. Comparer quoi? Comparer lorsque le nombre d'essais est différent. Regardez ici, je vais faire pareil. 1 égale 60. Donc, cette fois-ci, j'ai fait l'essai. J'ai lancé le dé 60 fois. Alors, je regarde ici. Alors, j'ai trouvé le 1,
donc c'est 11. Donc, si je raisonne en termes de, je vais écrire les probabilités ici. Donc, ça, c'est l'histogramme. En probabilité, ça fait donc 11 sur 60. Ensuite, je vais trouver 14 fois. Donc, 14 sur 60. Je vais écrire donc 14 sur 60. 6 sur 60. Alors, ici, alors ça me fait 11 aussi sur 60. 11 sur 60. Et 7 sur 60. En somme. Alors, pour mes calculs sont un peu faciles. 14 et 6, ça fait 20. 3 fois 11, ça fait 33. 20 plus 33, ça fait 53. Plus 7, ça fait 60. J'ai bien trouvé donc la somme des probabilités. Alors, quand c'est discret, on écrit propre de xi. La somme des probabilités de xi pour i allant de 1 à 6, je viens de trouver 1. Sachant que c'est quoi? Ça, c'est ça. Ça, c'est x1, ça, x2, x3, x4, x5. J'aurais pu l'écrire juste à côté. x6. Donc, je viens de trouver que somme des probabilités de xi, c'est 1. C'est pareil ici, je ne vais pas les calculer, mais regardez ce qui est en train de se passer. Alors, à chaque fois que vous augmentez n, tout à l'heure, regardez, il y avait de très grandes différences. Regardez maintenant. Toutes les valeurs ici, alors pour 600, je remarque que les valeurs sont autour de 100. Regardez. Ça, c'est un peu plus petit, un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus petit, un peu plus petit. Regardez maintenant, si vous le faites 60 000 fois, regardez ce qui se passe. Elles sont pratiquement toutes autour de légèrement plus grandes que 10 000. Donc, en fait, c'est pour voir quoi? J'avais écrit sur le diapositive de tout à l'heure que la probabilité d'avoir 1, c'est-à-dire ici la probabilité que le D tombe par exemple sur 5, c'est le nombre de fois qu'il est tombé sur 5, NA, sur N, mais lorsque la limite de N tend vers plus l'infini. C'est-à-dire si votre nombre d'expériences est grand, vous allez tomber sur la vraie probabilité. Donc ici, en l'occurrence, 10 000. Mais rappelez-vous, ça c'est l'histogramme. Moi, je dois diviser par 60 000. Si vous divisez par 60 000, ça vous fait donc 1 sur 6. On va le faire directement par programme. Donc, au lieu de tracer l'histogramme, je vais tracer là directement la probabilité. Donc, à chaque fois, je vais diviser par le total. Le total ici, c'est NN. Donc, c'est 6, 60. Et puis, for N in NN. Donc, ça veut dire qu'ici, mon nombre, c'est N. Donc, je vais diviser par N. Et regardez ce qui se passe. Je vais diviser par N. Je relance, je fasse comme ça. Je relance mon programme. Alors, je relance d'ici. Bon, j'ai fait plusieurs figures. Moi, la première, c'est celle-là. Alors, regardez ce qui se passe maintenant. Donc, cette fois-ci, au lieu de tracer l'histogramme, c'est l'histogramme, je vais diviser par le total. Regardez ce que ça donne maintenant. Vous avez deux valeurs qui sont toutes plus petites que 1. Donc, ça, c'est à peu près 0,16. Ça correspond à 1 sur 6. Ça, c'est 0,5, donc ça correspond à 3 sur 6. Ça, c'est 1 sur 6. Ça, c'est 3 sur 6, 0,0. Et puis celui-là, c'est 0,33. Donc, ça fait à peu près 2 sur 6. Donc, si je somme, ça me fait 1. Pareil, mais maintenant, on peut regarder toutes les probabilités. Plus vous allez augmenter n, regardez les différences, elles sont énormes là. Plus n augmente, plus les différences deviennent plus petites. Et regardez ici, donc je devrais trouver 1 sur 6. Et 1 sur 6, c'est 0,16667. Alors, regardez ici vos valeurs. Donc, si je regarde 0,16, ça doit être quelque part, c'est presque 0,17, c'est ici. C'est ce que j'ai. Elles sont légèrement au-dessus ou légèrement en dessous. Par contre, lorsque je prends n égale 60 000, regardez mes valeurs, elles sont autour de 0, si j'approxime directement, 0,17. Donc, voilà pour l'explication de comment on calcule une probabilité. Je vais revenir au cours. Alors, avant d'y revenir, une petite remarque. Donc, ici, tout ce qu'on a fait jusque-là, donc on a en fait tracé x, ça c'est x, ça c'est les valeurs que peut prendre x, et ce qu'on a tracé ici, c'est p de x. En général, quand c'est discret, on écrit plutôt probabilité de xi, puisque c'est des valeurs discrètes.
Donc, ici, ce que je viens, donc j'ai remplacé le tracé habituel de x en fonction du temps. Ici, ça aurait pu être x en fonction du nombre d'essais par ça. Mais regardez ici, voilà la figure 2. Dans la figure 2, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Cette fois-ci, j'ai tracé x, c'est-à-dire, attends, je fasse juste les dessins. En fait, ici, on a pris donc le cas pour n qui vaut 60. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de tracer x, et ça, c'est le nombre d'essais. C'est ce qui est équivalent au signal temporel qu'on a l'habitude de faire. Donc, regardez, voilà, au bout de les 3 premiers essais, c'est tombé sur le 4. Ensuite, le D est tombé sur la phase 1, ensuite 2, ensuite 4, ensuite 2, ensuite 1, 1, ensuite 6. Donc, regardez, il n'y a aucune logique. Ce n'est pas parce qu'il est tombé maintenant ici sur le 6, rien ne me permet de dire sur quelle phase il va tomber. Là, en l'occurrence, c'est le 4. Par contre, ce qu'il y a, c'est que si vous sommez le tout, vous aurez à peu près le même nombre de phases. Voilà donc pour cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais vraiment basculer sur revenir au cours.